Salut à tous et bienvenue sur Case. À Milan, le Milan toujours plus proche du titre après sa victoire 2-0 à domicile face à l'Atalanta. But de Leao à la 56e minute et énorme but de Théo Hernandez à la 75e qui prend la balle dans son camp et prend tout le monde de vitesse pour aller crucifier Mousso. But exceptionnel vraiment. Et j'accueille aujourd'hui Aristide et Feli. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristide, on attendra le résultat de Cagliari-Inter ce soir. Très peu d'occasions du côté de San Siro, mais on a vu un Milan réaliste, efficace et proche du but. Effectivement, très peu d'occasions parce que l'Atalanta est venue jouer quelque chose ce soir. Pourtant, elle a pas grand-chose à jouer, si ce n'est peut-être une place en Europa League, je crois. Mais voilà, Gasperini avait dit avant la rencontre qu'ils allaient jouer ce match comme une finale et ils nous ont montré que physiquement, tactiquement, ils étaient au point. Voilà, je trouvais que effectivement, l'Atalanta a fermé le jeu, a très bien verrouillé et je me suis dit tout le match. Si on arrive à se créer une seule ou deux occasions, faudra qu'on la mette au fond parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais je pense que j'étais certain que si on en s'en créait une ou deux, ça l'aurait fait. Parce que voilà, c'est le genre de match où contrairement à une équipe contre les AS Vérone, tu vois, où tu fais 30 tirs, 10 cadrés pour parfois un ou deux buts. Là, tu sentais que c'est le genre de match où quand tu vas cadrer, ça va être de grosses occasions et donc une bonne chance de marquer. Mais je t'avoue que moi, toute la semaine, bah, je sais qu'il y en a plein qui sont allés au stade, Roland notamment, et je t'avoue que je l'aurais maudit si ça s'était mal passé. Mais voilà, toute la semaine, moi, j'ai pensé qu'au match, j'en ai mal dormi. Encore aujourd'hui, j'attendais que ça. Je regardais les heures, chaque heure défilait, 10h, 11h, midi, etc. J'attendais que ça de mon dimanche pour pouvoir respirer. Parce que franchement, j'avais un peu le souffle coupé pendant tout le match. On a très bien commencé ce match. Moi, j'ai trouvé de l'engagement. Les 10-15 premières minutes sont vraiment très bonnes, de bonne facture, avec notamment quelques, alors pas actions, parce qu'il n'y a pas de tir, mais disons des occasions, des expecting goals, comme diraient les néophytes. Mais avec Makers notamment qui rentre dans la surface les premières minutes, donc avec Léao aussi à un moment aussi qui s'en mêle les pinceaux proche de la surface. Et finalement, à partir de la 15e minute, j'ai trouvé que l'Atalanta était mieux tactiquement. Je trouve que leur présence physique a fait un peu la différence devant des Milan qui n'avaient pas trop de solutions. Et j'étais un peu énervé alors en fin de première mi-temps parce que je trouvais deux choses. Je trouvais que d'une part, on abusait trop de longs ballons. Alors qu'on voyait que ça marchait pas, qu'on perdait le ballon, on le rendait sans cesse à l'Atalanta et on continuait à faire ça. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Et le second point, et j'en reviendrai après lors des tops et des flops, mais je trouve que certains cadres aujourd'hui n'ont pas montré le bon exemple, sont sortis très rapidement de leur match. Et du coup, ça nous a porté préjudice avec des changements très tôt de Pioli à la 50e et 55e. Mais voilà, après, qu'importe, de toute façon, il n'y a que le résultat qui comptait sur ce match. On a encore notre destin entre les mains. L'Inter, je pense que dans 45 minutes, tout le monde va être sur le match de l'Inter contre Cagliari, qui a quelque chose à jouer, parce que Cagliari joue son maintien, il faut le rappeler. Mais voilà, il nous suffit. Si l'Inter gagne ce soir, on peut être champion ce soir, si l'Inter ne gagne pas. Mais si Milan n'a besoin que d'un match nul à Sassuolo, alors même si c'est Sassuolo, on a besoin que d'un match nul pour être champion. Alors malheureusement, c'est pas une équipe Sassuolo qui nous réussit ces dernières années, hein, ça c'est clair. De toute façon, même ces deux dernières saisons, et je crois qu'à la Ligue, ils nous ont battus. L'année dernière, ils nous ont battus aussi. Donc voilà, il faudra faire gaffe, mais on n'a jamais été aussi proche du titre. Et quel soulagement. Et je suis fier aujourd'hui de l'équipe, de cette équipe qu'a composé Pioli. Et je trouve que ce que fait Pioli, encore une fois, est extraordinaire. Oui, alors je me demande si cet abus de long ballon n'était pas dû à la présence très haut de Tonali sur le terrain, alors que moi je souhaite, hein, vous savez que je souhaite que Tonali soit dans les 30 derniers mètres. Le problème c'est qu'il n'y a plus personne ensuite pour faire le relais au milieu. Et je ne m'explique pas la non-titularisation de Benasser. Peut-être Feli aura-t-il des explications à ce sujet. Je sais que Feli est un grand soutien de Benasser. Je vais rappeler les occasions avant de te donner la parole, Feli, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, à la 31e, il y a une frappe soudaine de Muriel bien négociée par Maignan. C'est la seule occasion de la première mi-temps sur les deux côtés, hein. Ensuite, ça s'est un petit peu décanté en deuxième mi-temps. 54e, il y a ce coup franc de Théo Hernandez qui rase le poteau de Mousso, mais là encore, c'est un coup de pied arrêté. 85e, sortie de Mousso face à Rebic. On est en toute fin de match. Et donc, il y a cette occasion pour Zapata, contré par Tomori et Maignan à la 86e. Feli, grosse intensité en début de match, comme l'a dit Aristide. Grosses approximations offensives également. Mais tout est bien qui finit bien. Exactement. Et contrairement au match précédent, on a senti ce soir que c'était une vraie bataille plutôt plus tactique qu'autre chose. Et moi, de ce que j'en ai vu, Pioli a décidé de mettre en place ce qu'il a mis en place plusieurs fois cette saison, c'est-à-dire qu'il fait rentrer les latéraux dans l'axe. Et c'est eux qui sont les pieds de la relance lorsqu'on ne joue pas le ballon. Et ça avait d'ailleurs marché. Rappelez-vous le match aller contre l'Atalanta. C'est sur une course de Calabria qui repique dans l'axe et qui passe derrière le dos de la défense, sur une passe d'ailleurs de Théo Hernandez, qu'on ouvre le score dès la deuxième minute à Bergame. Donc Pioli a tenté de faire la même chose en ayant des latéraux très
au centre du jeu, sauf qu'on l'a vu ce soir, Hernandez comme Calabria n'ont pas été au niveau en termes de création de jeu, et donc on a opté pour ces longs ballons, et c'était aussi une volonté de la part de l'Atalanta de nous faire jouer sur ces longs ballons, puisqu'on a vu, ils ont très vite compris quel était notre point faible, c'est évidemment jouer contre les blocs bas, et donc ils ont très vite reculé, ce qui a poussé nos joueurs à évidemment avancer, ce qui laissait un gros trou au milieu. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et la réponse tactique de Pioli en première mi-temps était ce jeu avec latéraux qui n'a pas fonctionné. Alors en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu décanté, on a vu plus de choses. Certaines entrées ont fait du bien, je pense notamment à Rebic, à Messias, qui ont su chercher des ballons plus bas. Et puis on a surtout aussi fait avancer l'Atalanta, ce qui nous a permis de marquer sur contre-attaque. Donc une belle victoire tactique, je dirais, aujourd'hui, et comme l'a dit Aristip, avec du réalisme, hein, parce que contrairement à d'habitude, Léao aujourd'hui, eh ben, il nous met sa première occasion, il la met au fond. Alors Mousso ne gère pas très bien le coup, mais il faut dire que Léao est très intelligent de le mettre entre les jambes. Et pareil également ensuite, Hernandez qui nous sort ce but sorti de nulle part. Alors c'est vraiment la définition même de ce joueur, c'est un joueur frisson. Je pense que voilà, c'est notre joueur frisson. C'est le joueur frisson par excellence. Et aujourd'hui, il nous sort ce but incroyable qui nous rappelle les Weah, les Gareth Bale, qui faisaient comme ça des remontées de terrain de 50-60 mètres. Assez incroyable. Et d'ailleurs, je suis en train de devenir fou parce qu'il avait Léao tout seul sur le côté et je vois qu'il continue. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il va jamais lâcher la balle. Et puis finalement, il marque. Contrairement à d'habitude où souvent il fait le mauvais choix, et ben là, je pense qu'il n'a pas trouvé le meilleur moment pour marquer ce sublime but. Et quand on regarde un petit peu le but, on voit que ce but est 100% pour Théo Hernandez. Parce que juste avant, il nous fait également une de ses courses dont il a le secret. Et Koopmeiners, le milieu terrain hollandais de l'Ajax, de Bergame, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, a fait faute et a obtenu carton jaune. Et là, quand on voit la deuxième course qui amène le but, c'est également l'Hollandais qui est sur Hernandez. Et là, on voit qu'il ne veut pas faire faute parce qu'il a déjà un jaune. Et donc, ce but est vraiment 100% pour le Français enfin 100%. On peut aussi noter le superbe tacle de Krunic juste avant, qui en a sorti des belles aujourd'hui, qui permet de récupérer le ballon et qui ensuite amène la remontée de Théo Hernandez. Donc, une victoire peut-être moins flamboyante techniquement que celle contre Vérone la semaine dernière, mais qui fait tout autant du bien, voire même plus, parce qu'on se rapproche d'autant plus vers le titre, et surtout une victoire importantissime qui maintenant nous permet de garder notre joker, puisqu'on a toujours le droit à ce match nul, bien entendu si l'Inter ne fait pas de faux pas d'ici là. Donc on peut être optimiste concernant le Scudetto. Avec Roland au stade, hein. En plus ce sont les deux ahuris, hein. Je cite Roland dans le texte, qui ont marqué devant lui, donc j'imagine qu'il a pu esquisser un sourire. On a pensé à toi Roland, on espère que tu écouteras cette émission. On va passer à l'homme du match d'Aristip. L'homme du match, qui d'autre que Pierre Kaloulou? Quel match il nous a fait encore, Pierre Kaloulou, mais incroyable du début à la fin. Moi, je me demande, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est chez nous, qu'il a 30 ans, qu'il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions, qu'il a déjà gagné des trophées. J'ai l'impression que ce gars a 10 ans d'avance, quoi. Je trouve ça incroyable. Le nombre de retours défensifs, j'en ai noté un superbe à la 8e minute, et je compte même pas le nombre d'interceptions. Il y en a une dizaine aujourd'hui, dont 5, j'en ai noté dans la surface de réparation. Il a jamais été pris à défaut, et en face, on peut dire d'habitude ou parfois que c'est les Las Véron, etc. En face, c'est Luis Muriel et Zapata. Sûrement ils font partie des deux meilleurs, enfin sur les deux, on est peut-être dans les 5-10 meilleurs attaquants de Serie A. C'est pas n'importe quoi. Donc physiquement, il est toujours là. Techniquement, il est très bon. Il anticipe très bien. C'est pas juste un joueur pour moi qui, par exemple, comme il faisait à ses débuts, hein, parfois compensait effectivement son manque d'anticipation et ses erreurs défensives par un gros physique et une grosse vitesse. Moi, je trouve qu'il est bien plus complet que l'année dernière. Il fait vraiment très peu d'erreurs. Et ce soir, c'est un match incroyable qu'il nous fait Kaloulou. Et c'est encore un clean sheet, mais c'est encore grâce à lui. Tomori a été très bon aussi, moi, hein, ça c'est sûr. Mais Kaloulou, je l'ai trouvé encore un cran au-dessus aujourd'hui. Aristip, Kaloulou, Léao, Tonali. Si on insiste avec les jeunes, on voit que ça marche. Ah oui, Tu comprends? complètement. Parce que tu Ah vois la oui. progression, tu dis qu'avant il compensait par sa vitesse, là il ne le fait plus, il a un bon sens de l'anticipation, etc. On voit qu'il a progressé. Alors je dis pas que ça marche avec tous les jeunes, mais enfin au moins eux ont eu leur chance et ils ont su la saisir. Certains n'ont pas eu leur chance et c'est ça que je déplore, donc c'est toujours intéressant de voir, Aristide je te rends la parole bien évidemment, l'évolution de ces trois joueurs-là, qui sont peut-être les trois meilleurs joueurs de l'année d'ailleurs côté Milan avec Maignan. Ah oui, complètement. Et puis même Maignan est pas super vieux, hein. Mais moi, ça me rappelle un peu aussi le sujet enfin, le joueur dont on parle plus et qu'on a un peu oublié, je trouve, un peu rapidement, c'est Augueux, qui l'année dernière avait fait une
pour moi, je trouve une bonne saison compte tenu du championnat d'où il venait, compte tenu de sa préparation physique chez nous. En termes de nombre de minutes jouées, nombre de buts et passes D, justement, ces ailiers qui font la différence, on en parle souvent avec Selmakers, Messias. Augur, on l'a un peu saccagé super rapidement, alors que le gars, il devait avoir 21-22 ans, et encore, je suis gentil, et je trouve que voilà, lui, il n'a pas bénéficié effectivement de cette chance-là. Et je voulais juste revenir sur, alors je te rejoins totalement sur effectivement la chance aux jeunes, mais je pense que c'est effectivement ce que fait le fonds Elliott, hein, depuis qu'ils ont racheté le club il y a 2-3 ans de cela. On voit beaucoup de jeunes qui ont leur chance. Purly les fait bien grandir et c'est très bien. Et je voulais juste revenir sur Kaloulou. Alors, moi, je suis aussi, comme vous le savez, évidemment la nationale, mais aussi l'équipe de France, puisque voilà, je suis français d'origine italienne. Quand je vois les joueurs qui sont appelés par Didier Deschamps parfois, notamment alors Koundé, etc., mais surtout Saliba de Marseille pour ceux qui connaissent, mais franchement, pour suivre un peu la Ligue 1 et Marseille, quand tu vois le comparatif entre Saliba, quand tu fais le comparatif entre Saliba et Kaloulou, mais honnêtement, ils ont le même âge, etc., mais il y a 2-3 classes d'écart entre ces deux joueurs. Il y en a un qui joue la 2-3e place de Ligue 1 et qui fait quand même pas mal de boulettes à Marseille. T'en as un qui sera peut-être champion d'Italie, qui est titulaire indiscutable, et surtout qui est largement meilleur, qui fait beaucoup moins de boulettes, etc. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors j'imagine pas que Kaloulou, enfin j'espère, j'espère, mais j'ai très peu d'espoir que Kaloulou soit la prochaine surprise de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais j'avoue que j'aimerais tellement, parce que franchement, au niveau du talent, il le mériterait tellement, ce joueur. Sa saison est quand même extraordinaire, et quand tu vois ce que propose Koundé et sur le fait que Saliba soit appelé alors que ses performances sont pas incroyables, franchement ça me laisse un peu évasif. Alors Félix, je vais évidemment te demander ton homme du match, mais je vais aussi faire appel à ta casquette de fin connaisseur des transferts. Pour un petit rappel, je crois, corrige-moi si je me trompe, que Kalulu est arrivé au Milan dans le cadre du transfert de Paqueta. Oui ou non? Alors, c'était ce même été-là, il me semble, mais je crois que c'était plutôt autour je crois qu'il est arrivé en même temps que Tatarusanu, s'il me semble bien. Mais en gros, il arrive pour quasiment rien. Je crois que c'est autour de quelque chose, 1,5 million d'euros. Et rappelons-nous à l'époque que son transfert n'était pas forcément très bien accueilli, parce qu'on ne voyait pas trop l'intérêt de ce joueur-là, qui n'avait pas débuté en pro, avec Lyon, alors que pourtant les joueurs, Lyon est une équipe réputée pour faire démarrer des jeunes. Alors bon, certes, ils ne sont pas toujours irréprochables à ce niveau-là non plus, mais voilà, on avait des doutes sur ce joueur-là. Il a pris du temps à commencer à jouer. Je m'en souviens aussi d'une déclaration de Jean-Michel Aulas qui a dit que ce joueur était. Enfin, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il avait envoyé un bon tacle à Pierre Kalulu. Et puis au final, il réussit à s'imposer progressivement. Et je rejoins complètement Aristide sur l'homme du match. Et d'ailleurs, je pense que Pierre Kalulu est notre homme clé de cette fin de championnat. C'est le meilleur depuis un certain temps. Alors Benasser était le meilleur disons les mois qui précèdent, et là Pierre Kalulu est en train de s'imposer. On le sent vraiment sur un nuage. Alors il y a une fois, je crois, qu'il s'est passé par Zapata, mais heureusement ça a tout fini bien derrière. Mais effectivement, Kalulu est pour moi l'homme du match. Mais je voudrais également souligner le gros match de Kessié, qui est probablement son dernier match à San Siro contre son ancienne équipe, qui, selon moi, a fait un gros tabattage au milieu de terrain. Et dans une partie aussi physique que celle-là, eh ben, on a vu son apport, ce qu'il peut apporter, quoi. J'espère qu'on saura le remplacer avec un joueur à peu près du même profil, puisque moi, je pense que de toute façon, Tonali Benasser, c'est la charnière du futur. Enfin, la charnière, le duo du futur, du milieu de terrain. Mais j'espère que voilà, on aura un remplaçant qui sera... pourquoi pas Pobega, mais j'ai l'impression que deux choses concernant Pobega. Pobega, c'est un joueur un petit peu plus offensif que Kessié, parce que Pobega, c'est un joueur qui se projette pas mal, et on l'a vu d'ailleurs avec Torino, hein. Au début de saison, il jouait dans le double pivot, mais rapidement, il a été mis dans l'espèce de double dans le double milieu offensif qu'impose Juric au Torino. Donc je ne sais pas si ce sera le joueur idéal pour Pioli, parce que Pioli, j'ai l'impression qu'il n'a jamais beaucoup considéré Pogba. Moi, j'aimerais beaucoup parce qu'il a qu'il a la carrure. Il a la carrure, il fait quasiment 1m90, il est large d'épaule, donc il pourrait peut-être installer Pobega dans ce milieu à deux, mais il faudrait du temps pour que Pobega, je pense, comprenne les rudiments du rôle qu'il a, et on le voit qu'ici c'est un joueur qui se projette peu, hein, finalement, hein, même s'il marque de temps en temps. Voilà, il reste souvent entre les défenseurs, et souvent il joue le rôle de troisième défenseur central, même lorsque Hernandez se projette. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la place, je ne sais pas si Pobega prendra cette place-là, peut-être une autre, hein, je ne dis pas qu'il ne sera pas dans l'effectif, d'autant plus qu'il est possible qu'on passe, selon des rumeurs, à un milieu à 3,
Donc là, Pobega il sera totalement apte à s'insérer dedans. On verra concernant Pobega, mais c'est vrai que c'est une idée à développer et j'espère qu'on utilisera ce joueur d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, Kessié, bon match, disons qu'il a été professionnel jusqu'à la fin, même si certaines déclarations restent en travers de la gorge, hein, notamment qu'il a dit qu'il allait prolonger, il avait dit qu'il allait prolonger, que les tifosi ne devraient pas s'inquiéter, etc. Et au final, on voit que depuis, il a fait traîner tout ça pour finalement signer au Barça. Ce que je peux comprendre en soi, d'ailleurs, hein, c'est pas ça qui est condamnable, hein, que le joueur veuille partir, aller au Barça à l'occasion d'une vie. Donc c'est tout à fait légitime, mais c'est vrai que certaines déclarations n'auront pas dû être faites, d'autant plus dans le contexte post-Donnarumma et Çalhanoğlu qui ont quand même à ce moment-là fait mal. Mais voilà, on peut quand même souligner un gros match de Kessié qui a été selon moi avec Kalulu évidemment notre meilleur joueur aujourd'hui. Au passage, tu cites Çalhanoğlu, ce serait particulièrement jouissif de voir Çalhanoğlu se faire coiffer au poteau par le Milan C'est clair. après nous avoir quittés. Ça, je dois dire que ce serait formidable. Une raison de plus de gagner le titre. Aristide, as-tu une bonne surprise ce soir? Juste pour Çalhanoğlu, effectivement, moi j'y ai pensé quasiment tout le match. Je vous avoue que Roland en parlait, je crois, la dernière fois, le fait qu'il serait dégoûté de ne pas voir Milan gagner, mais qu'il serait encore presque aussi dégoûté de voir Çalhanoğlu, un mec comme Hakan Çalhanoğlu, soulever le titre de Serie A avec l'Inter. Ouais, j'avoue que je le rejoins totalement là-dessus. Ce serait quand même doublement jouissif qu'on ait le titre et en plus que ce gars-là n'ait rien et fasse une saison blanche. Tu parlais de la bonne surprise, MJ, c'est ça? Ou du flop, excuse-moi. La bonne surprise, puisqu'il nous a parlé de Kessié à l'instant, j'imagine que c'est la sienne, donc elle est la tienne, tant qu'à faire. Eh ben écoute, moi je trouve qu'on a trouvé LDS, hein, notre numéro 10. Honnêtement, le match de Krunic, alors ok, c'est pas Luis Alberto, hein, c'est pas Modric ou que sais-je, mais voilà, moi c'est tout ce que j'attends d'un numéro 10 à l'AC Milan aujourd'hui. J'attends pas, je demande pas mondes et merveilles, mais c'est un gars Krunic, je l'ai trouvé superbe aujourd'hui. Une superbe passe clé à la 20e minute justement qui nous amène à une de nos seules occasions de la première mi-temps, une passe clé sur Leao qu'il met alors qu'il se retourne en profondeur sur Leao, très très belle place. Après Leao tergiverse un peu malheureusement, mais sinon c'était très bien joué. Quelques pertes de balles évidemment, tout n'est pas bon hein, sur son match. Après, parce qu'il touche quand même beaucoup le ballon, il met un peu de temps parfois à se décider, donc il perd la balle à la 28e, à la 46e, mais tellement compenser ces pertes de balles là par des récupérations qui peuvent valoir des buts. Il y a quand même 2 récupérations dans la surface, en tacle glissé, à la Nesta, face à la Nesta, plutôt la Baldini, pardon, face à Zapata à la 74e et face à Boga à la 78e. 2 fois c'est le même tacle, 2 fois c'est dans la surface, 2 fois t'as l'impression que Boga et Zapata passent devant parce qu'ils sont très physiques et très rapides, mais non, c'est Krunic qui revient défendre, qui s'arrache, et d'ailleurs à la 74e, ça mène 1 minute plus tard sur le but de Théo Hernandez à la 76e. Donc franchement, son jeu à Krunic aujourd'hui était intéressant offensivement, ça c'est sûr, mais défensivement c'était superbe. Et après c'était un match où finalement il était très pris. Évidemment qu'il manque un peu de lecture de jeu, etc. Mais moi j'ai toujours défendu ce gars-là, Krunic, parce que j'ai toujours trouvé que déjà, contrairement à bon, je vais être un peu sur l'ambiance, mais contrairement à un Messias, tu vois, je trouve que déjà c'est quelqu'un qui est intelligent, j'en ai déjà parlé, hein, intelligent footballistiquement. Parce que déjà il œuvre pour l'équipe, il fait souvent les bons choix. Même quasiment tout le temps les bons choix. Je dis pas que c'est tout le temps bien réalisé, hein. Je dis que parfois la passe est trop molle ou trop courte, pas dans le bon tempo, mais c'est souvent la bonne intention, le bon choix qu'il fait, donc c'est pour ça que je le trouve intelligent footballistiquement. Il compense souvent les errements à droite, à gauche par un bon placement. Donc voilà, je trouve que alors qu'on n'aille pas le comparer à un Borini, hein, qui pareil, qui faisait aussi des belles choses, qui œuvrait pour l'équipe, etc. Mais là, je trouve que voilà, Krunic est quand même bien au-dessus de ça, et moi je trouve que c'est un joueur, tu vois, que toute équipe a besoin, parce que voilà, c'est le bon soldat qui déjà est polyvalent, que tu peux placer un peu partout sur le terrain, qui rechigne pas à l'effort, qui est collectif, qui fait les efforts défensifs, offensifs, qui est pas mauvais balle au pied, hein, c'est pas non plus mauvais. Donc voilà, pour moi c'est ma bonne surprise. Et on se retrouve avec un Brahim Diaz sur le banc parce que Krunic aujourd'hui mérite sa place malheureusement, hein, mais en numéro 10 à Milan. Et moi je trouve que sa saison, on l'a très peu vu cette année par rapport à la dernière où je trouve qu'on l'avait un peu plus vu. Mais dès qu'on l'a vu, c'était bon. Et franchement, je rends aussi hommage à ce genre de joueurs qui font un bien fou à l'équipe. Juste pour le clin d'œil, tu parlais de Nesta tout à l'heure, Feli nous a parlé de la charnière Tonali-Bennacer, et nous avions la charnière, la vraie charnière de l'histoire du Milan, Maldini-Nesta, presque côte à côte, à un rang d'écart dans les tribunes, ils dialoguaient beaucoup ensemble d'ailleurs, on sait qu'ils sont très amis, et c'est vrai que ça a fait plaisir. Quand j'ai vu cette charnière dans les tribunes, je me suis dit, il peut rien nous arriver. Feli, tu nous as parlé de Kessié, était-ce ta bonne surprise?
Oui, c'était ma bonne surprise. Et pareil, je rejoins complètement ce que dit Aristide sur Krunic, qui a su être décisif à la fois offensivement comme défensivement. Mais en bonne surprise, bah, je vais évoquer un joueur dont tu as parlé, Aristide. C'est Messias. Hein. Messias, encore une fois, pas trop de bruit, mais il te rentre, il te fait une superbe passe décisive pour Leao. Et encore une fois, bah, la différence avec Saelemaekers, elle se fait. Et pourtant, j'ai trouvé le match du Belge pas si tel que ça, parce qu'encore une fois, dans la progression du ballon, le Belge est 2-3 niveaux au-dessus de Messias. Parce que, qu'on le veuille ou non, mais Alexis est un peu plus technique, il a réussi à garder quelques ballons, a réussi à faire ses dribbles, et donc à conserver le ballon, quelquefois à faire avancer le jeu, etc. Mais Messias, il rentre et il fait une passe décisive. Voilà la différence entre les deux. Et ça fait deux passes décisives en deux rentrées pour le Brésilien qui encore une fois, prouve son utilité. Alors bon, les deux, encore une fois, c'est l'interminable débat entre les deux. Qui faudra-t-il choisir à la fin? Ou alors peut-être que les deux vont partir, hein, j'en sais rien, mais les dernières rumeurs de Mercato disent qu'on va recevoir des offres pour Saelemaekers, parce qu'il a quand même un certain talent. Je pense qu'il n'est juste pas adapté peut-être au système de l'équipe, mais pour moi, le talent de ce joueur et l'utilité de ce joueur est indéniable. Hein. Et il y a aussi le choix à faire sur le rachat de Messias, qui appartient toujours à Crotone et dont l'option s'élève à peu près 10 millions, mais comme Crotone est redescendu en 3e division italienne, on peut renégocier à la baisse. Donc, à voir quel choix on ferait, mais c'est un débat intéressant. Moi, mon avis personnel, et même si ce soir je mets Messias dans mes bonnes surprises du match, c'est que globalement, la saison du Brésilien, si on regarde dans sa globalité, il fait quand même 5 buts, 2 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal finalement pour un joueur dont on n'a pas grand-chose, qui arrive d'un club de série B, qui n'a jamais connu la Serie A, hormis la saison dernière avec Crotone. Mais je préfère conserver le Belge qui, pour moi, dans l'effectif, a peut-être plus d'utilité si, par exemple, on recrute un ailier droit qui, justement, sait faire les buts et les passes décisifs que fait Messias, mais disons en mieux et avec un niveau technique et d'intelligence de jeu un peu au-dessus. Je préfère dans ce cas-là conserver un Saelemaekers qui sera utile dans l'effectif, qui peut jouer, qui peut dépanner aussi à gauche et qui sait faire ce genre de joueur entre l'ailier et le piston, voilà, qui pourra aussi rentrer en jeu lorsqu'on a besoin de conserver un score, par exemple. Donc voilà, ça c'était juste pour ce débat-là. Mais ce soir, je trouve que la prestation de Messias, alors on l'a pas beaucoup vu en dehors de ce but-là, mais il a su être décisif encore une fois. Juste pour le poste d'ailier droit, un recrutement n'est pas à exclure. C'est vrai que le nom de Berardi a été évoqué. Alors je vais surprendre tout le monde parce que tout le monde sait que je veux des Italiens au Milan, mais là je ne suis pas pour, hein, parce que moi je suis pas du tout un fan de Berardi. Je sais qu'il a beaucoup plus de supporters dans notre petite équipe. Je crois qu'Aristide l'aime beaucoup par exemple, si je me trompe pas. En revanche, j'ai vu que Zaniolo était transférable. Alors je ne sais pas si Zaniolo est recrutable par le Milan. Mais je dois dire que là, ça m'intéresserait déjà beaucoup plus. Malgré sa fragilité, je sais qu'il a pas mal joué ces derniers temps. J'ai regardé un petit peu sur Transfermarkt, il a joué beaucoup de matchs cette année finalement. Et je dois dire que Zaniolo, là pour le coup, ce serait un vrai coup, un vrai jeune, un vrai talent. Et alors c'est vrai qu'à Milan, tout le monde se blesse. Donc Zaniolo au Milan, c'est peut-être aussi l'hypothèse de ne pas le voir du tout sur une saison. Mais je vais demander à Félix ce qu'il en pense, tiens. Oui, Zaniolo, c'est un nom qu'on a vu passer, pareil également ces derniers temps. Ça m'étonnerait pas du tout que Milan soit sur ce joueur parce que ça correspond un petit peu au genre de joueur qu'on veut. On cherche depuis l'été dernier un espèce d'ailier droit qui peut aussi jouer 10, puisqu'on voit souvent nos ailiers droits repiquer dans l'axe. Et c'est comme ça que se construit la tactique de Pioli. Donc les noms, c'est Berardi évidemment, Asensio, ça me semble un peu plus compliqué. L'année dernière, on parlait aussi beaucoup de Ziyech de Chelsea, mais Zaniolo, ça pourrait être une bonne solution. Comme tu l'as dit, MJ, cette saison, il a joué à quasiment tous les matchs, sans grosse blessure. Maintenant, il a joué à un poste plutôt en termes de faux neuf. Il tournait autour de Abraham. Et il ne s'est pas forcément illustré de la meilleure des manières, hein, parce que c'est un joueur qui a été assez régulier, mais compte tenu du fait qu'il revient d'une grosse blessure et de ce qu'il peut montrer, moi aussi je pense que ça pourrait être une solution plus qu'intéressante, plus que Berardi. Hein. J'apprécie le joueur de Sassuolo, mais c'est un joueur qui stade beaucoup. Hein. Il a quasiment 15 buts et 12, je crois 15 buts et 12 ou 13 passes décisives cette saison, c'est quand même assez fou. Mais je ne suis pas convaincu que ce joueur-là peut évolue à aussi haut niveau chez nous. Il est dans un cocon depuis un certain temps. Après, je ne cracherai pas du tout sur
sur Domenico Berardi, hein, loin de là. Mais c'est vrai que si on peut avoir un Zaniolo qui, on le sait, est forcément plus talentueux, après, c'est vrai que ça peut être une sale tête de con aussi. Hein. On a déjà nos... Berardi aussi, hein. Berardi aussi, mais Zaniolo quand même. Berardi, je trouve qu'il s'est calmé ces derniers temps. Hein. Berardi, c'était surtout avant, mais Zaniolo, c'est pas le dernier pour pester contre les arbitres, un petit peu à la Hernandez, etc. Hein. Bon, après, ce genre de joueurs, ça n'est pas forcément de mal quand ils sont dans notre effectif. Mais voilà, en termes de talent, c'est sûr. Après, voilà, on ne connaît pas le budget et les possibilités du prochain mercato, puisque on le voit en ce moment, le rachat est en train de s'enliser un petit peu. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des nouveaux acteurs qui sont venus s'en mêler aussi, donc on verra comment ça va se finir. Ce qui est certain, c'est que Milan tranchera concernant l'aile droite ce mercato. C'est disons, en dehors des joueurs qui sont proches de signer, c'est-à-dire Renato Sanchez, Sven Botman et Divock Origi, l'ailier droit, c'est vraiment le... Si, ce qui sont en passe d'arriver. Oui, d'accord, ok, parce que pour moi, Botman c'était fait, Sanchez aussi, j'imaginais que c'était déjà validé tout ça, moi. C'est ce que je voulais dire, ces joueurs-là sont faits, et le prochain gros morceau que s'occupera le Milan, ce sera l'ailier droit, et donc on verra quel sera le budget alloué pour ce poste, qui nous fait défaut depuis X années maintenant. Ah oui, ça commence à dater. Aristide, tu peux y aller sur la déception. Bah écoute, moi, tu sais, j'avais mis Calabria jusqu'à longtemps dans le match. Puis après, je vais essayer de prendre un peu de recul sur le match. Puis finalement, je me suis dit que déjà sa deuxième mi-temps était bonne. Hein, faut l'avouer que alors deuxième mi-temps, je trouve qu'il a été très bon. Puis il a été remplacé qu'à la 78e, donc il a eu le temps de se montrer. Mais c'est vrai que sa première mi-temps, elle fait peur quand même. Hein. Bah d'ailleurs, les actions dont tu parlais en première mi-temps, les quelques actions bergamasques, étaient venues du côté droit. Et c'est tout ce que j'aime pas en fait dans un défenseur qui soit latéral ou central, c'est que de temps en temps, c'est brillant, une intervention brillante mais risquée. Et 2 minutes plus tard, il se trouve complètement. Moi, je préfère un défenseur, mais comme tous, hein, je pense, qui fait peut-être moins de fioritures, qui est moins brillant dans quelques interventions, avec des interventions qui claquent moins peut-être, mais que ce soit un peu plus sécure derrière, qu'on se trouve moins, quoi. Et Calabria, ça a été ça toute la première mi-temps. En fait, il a enchaîné les bons retours défensifs impressionnants sur Luis Muriel, hein, si je me trompe pas, pour après se rétamer, lamentablement contre Zappa Costa une ou deux fois, quoi. Donc vraiment très mauvaise première mi-temps, mais je l'ai pas mis dans mon flop parce que finalement, dans mon premier flop, pardon, parce que finalement j'ai trouvé, j'en ai parlé en introduction, mais j'ai trouvé un cadre qui pour moi est sorti de son match très rapidement, a pas réussi grand chose, c'est Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, honnêtement, à part des pertes de balles en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps à la 47e, il s'énerve sur, alors on n'a pas parlé, hein, je crois, mais sur une potentielle faute déjà à la 40, je crois que c'est un peu avant le temps additionnel. Alors pour moi, bon déjà que je trouve ça un peu scandaleux qu'il n'y ait pas eu la VAR là-dessus parce que c'est comme le geste quand même de, je sais plus, de Palomino, je crois, est quand même assez clair. Après qu'il n'y ait pas penalty, bah écoute, effectivement la faute a l'air d'être en dehors de la surface, donc ça me choque pas. C'est ce que j'ai vu aussi, ouais. J'ai l'impression que c'est très très limite et je la voyais plus en dehors. Bah moi je la voyais en dehors. Après ce qui me dérange le plus, c'est que c'est comme d'habitude, c'est que il y a 2 semaines, lorsque l'Inter a gagné 4-2, je crois, après s'être fait mener 2-0, ou peut-être il y a une semaine, j'ai rigolé parce que Barella a obtenu un penalty alors que c'est lui qui fait la faute. Et ce qui me fait rire, c'est que pour regarder du coup les matchs de l'Inter ces derniers mois, dès qu'il y a un doute, on siffle tout le temps le penalty pour l'Inter avant d'aller voir la VAR, et souvent le penalty est parfois retiré parce que ce serait juste scandaleux. Comme là où Barella fait la faute. A été remplacé ? Bah, ouais, effectivement, je trouve que cette année, dès qu'il y a un pénalty à donner pour l'Inter, dès qu'il y a une décision un peu litigieuse, c'est tout le temps pour l'Inter. Par contre, nous, au contraire, alors là, il n'y a pas de scandale. On va pas parler de scandale sur la faute de Giroud, mais le problème, c'est que la pièce, t'as l'impression qu'elle tombe toujours du même côté. Et ça fait 1 an que ça dure. Ça a commencé, ça date pas d'hier, hein, ça a commencé en Ligue des Champions, rappelez-vous, contre l'Atlético Madrid, avec la main de Kaloulou, le double jaune de Kessie au bout de 20 minutes, ou que sais-je. Et toute la saison, que ce soit l'Inter ou nous, la pièce, elle tombe toujours du mauvais côté. Que tu fasses un pile ou face, tu choisis toujours le mauvais côté. Et c'est pas dérangeant sur un ou deux matchs, mais en fait ça a été comme ça toute la saison, et je trouve scandaleux que la VAR n'ait même pas regardé un peu l'action, parce que pour moi il y a clairement une faute. Elle est en dehors de la surface, mais il y a clairement une faute, quoi. Donc pour en revenir à Giroud, je pense qu'effectivement cette action-là l'a fait sortir de son match.
à la 40 et quelques, et après il s'est pris un jaune d'ailleurs. Il aurait pu, honnêtement, j'ai vu qu'il continuait à parler à l'arbitre en seconde mi-temps. Ça m'a fait un peu peur, et Pioli l'a sorti à la 54e parce qu'il a vu qu'il faisait plus grand chose. Mais c'est dans ce genre de match, moi, où je suis vraiment déçu de Giroud, parce que j'attendais vraiment à un gars qui est champion du monde, vice-champion d'Europe, qui a l'expérience, qui a gagné la Ligue des Champions, etc., qui a tous les trophées qu'on veut. J'attendais qu'il soit un peu plus lucide dans ces rendez-vous-là, dans ce match-là, et qu'il guide les jeunes. Et finalement, tu vois, ce sont des mecs comme Kaloulou ou Tonali qui ont porté un peu l'équipe, alors que certains gars avec beaucoup plus d'expérience, comme Giroud, voire même Calabria, ont un peu plombé le truc, quoi. Allez Félix, qui t'a déçu cet après-midi? Encore une fois, les mêmes caractéristiques, mais je ferai un petit point sur Calabria parce que je suis d'accord que défensivement, c'est pas, il ne fait pas de grosses bêtises, excepté en première mi-temps. Enfin, quand même, il s'est quand même mangé un grand plan de Zappacosta et il a eu du mal sur son côté droit. Mais c'est vrai que, bon, voilà, globalement, il se fait vraiment passer. Et puis, je trouve qu'au marquage, c'est un bien meilleur joueur que Théo Hernandez, alors que, à l'inverse, Théo Hernandez est un bien meilleur joueur en 1 contre 1. Il se fait rarement dépasser, hein, mais bon, évidemment, on le sait, c'est grâce à son physique exceptionnel. Hein. Mais Calabria a eu quand même un peu de mal aujourd'hui, mais mais je suis pas d'accord dans le fait de dire que il faut un défenseur droit qui se contente de bien défendre. Alors déjà, il ne le fait pas toujours bien. Et puis surtout, quand aujourd'hui on voit que c'est bouché et que Pioli compte sur lui pour relancer, eh ben, il a quasiment tout raté. Quasiment tout raté. Et même en deuxième mi-temps, alors que c'était peut-être moins évident, mais il rate aussi une passe simple. Il veut faire une transversale et puis finalement la balle ne quitte pas le sol. Et là, il la rend tout de suite à l'adversaire. Et ça, c'est depuis maintenant plusieurs journées que c'est comme ça pour l'Italien. On sent qu'il a quand même un retard par rapport aux autres en termes de. On voit que c'est plutôt un défenseur un petit peu plus à l'ancienne, hein, effectivement. C'est un joueur qui, par exemple, dégage beaucoup plus en première intention, contrairement à Tomori, Kaloulou, voire même Hernandez, hein, qui essaye de garder la balle pour grappiller une faute ou essayer de jouer devant. Et ça porte préjudice, hein, comme en première mi-temps, où on n'a pas réussi à se créer des occasions. Alors effectivement, ça devrait peut-être pas être toujours le rôle du défenseur droit, mais maintenant, dans les matchs fermés comme ça, un Florenzi nous aurait été bien plus utile. Et on l'a vu, il est rentré, Florenzi, il a fait une transversale pour Léao. Bon, Léao n'a pas réussi à contrôler correctement la balle, mais on voit les différentes intentions de chaque joueur. Et aujourd'hui, le déficit technique de Calabria était vraiment extrêmement flagrant. Juste Félix, l'année dernière, on disait pas ça du tout, hein. À la fin de la saison Ah oui, dernière, il était dans les tops de tout le oui, oui, monde. Donc ce que je veux dire par complètement. là, c'est que là, il y a quand même des circonstances Bien sûr. post-blessure. Il a une grave blessure. Et je trouve. Alors, c'est logique. Tout ce que vous dites, moi je suis d'accord, hein. J'ai pensé la même chose de son match. Et puis je sais que ça fait quelques temps qu'il est pas bon, etc. Ce qui me dérange, c'est quand je vois certains qui disent qu'il faut l'enterrer, qu'il faut le rayer de la carte. Et moi je trouve que quand on parle d'un joueur comme Calabria, il n'y a pas que les aléas post-blessure de ses performances. Il y a aussi le côté fédérateur, l'esprit et la cohésion de groupe. Et surtout, je rappelle donc qu'il était dans les tops l'année dernière, quoi, hein. Donc je pense qu'il faudra voir la saison prochaine ce que ça donne. Mais Calabria a un petit peu de mal cette année, c'est vrai. Il y a eu des matchs décevants, il n'y a pas eu que des mauvais matchs non plus. Florenzi, je suis d'accord avec toi, est très intéressant aussi par certains aspects, offensivement bien meilleur. Mais je n'éliminerai pas Calabria comme certains le souhaiteraient visiblement. Ah oui, tu as raison sur Calabria. Moi-même, je l'avais mis, je sais plus si je l'ai mis quatrième ou troisième de mon top l'année dernière, mais c'est complètement vrai, hein. Il faut dire ce qui est. Calabria, l'année dernière, il fait une superbe saison. Et même en termes offensivement, moi, je me rappelle d'une période où l'Italien était sur un nuage, où il marquait un but contre Gênes. Il fait une superbe passe décisive pour Ibra d'un long ballon de 50 mètres. Enfin, ça n'avait rien à voir. Mais il y a deux possibilités s'offrent à nous. Soit on accuse la blessure, et c'est vrai qu'elle a été là, mais c'était un petit moment déjà. Soit on se dit que l'année dernière, elle était sur une surperformance. Donc l'année prochaine, on le verra. Moi, je n'enterre pas du tout l'Italien, hein, loin de là, hein. C'est pour l'instant le capitaine en l'absence de Romagnoli. Ce sera sans doute le capitaine de l'année prochaine quand notre numéro 13 va partir. Donc je suis loin de l'avoir enterré. Mais c'est vrai qu'on sait que techniquement, hormis la saison dernière, il n'a jamais été au niveau de ce que proposent les autres cette année, du moins. Donc on verra comment il réagit l'année prochaine, pardon. Mais c'est à voir, c'est en suspens. Surtout qu'il a des concurrents de haut niveau, puisque bon, Florenzi, il va sans doute être acheté. Je ne dis pas que Florenzi est un maître en la matière en termes de latéral droit, mais il fait son métier plus que convenablement, notamment sur le plan offensif.
Alors même défensivement, j'ai rarement vu Florenzi se faire prendre, hein, mais on sait que ça a toujours été son principal défaut au petit Italien. Mais il y a aussi également Pierre Kaloulou qui est toujours là et qui, on verra la gestion du français l'année prochaine avec l'arrivée de Sven Botman. Donc ce sera à l'Italien de se battre pour conserver sa place de titulaire. Alors je suis en train de me demander, Aristide, si on fait les accessites, les mentions particulières, parce que j'ai l'impression qu'on a fait toute la revue d'effectifs. As-tu un joueur dont tu aimerais parler en plus? Si, j'ai une question sur Tonali. Moi, j'étais surpris qu'il sorte à la 62e pour Benacer. Je Il pensais se que ça tenait allait... la hanche depuis plusieurs minutes, moi j'ai Ah, observé d'accord. ça, et j'ai eu Ok. l'impression qu'il était diminué. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé que Pioli voulait sortir un autre joueur, et Tonali était juste à côté au moment où Pioli allait faire le changement. J'ai vu qu'ils se sont regardés durablement les deux, et j'ai l'impression que ça s'est décidé à ce moment-là. Peut-être que je me trompe, hein. Ok, bon, enfin, ça me rassure d'une part parce que du coup, ok, bon, j'espère qu'il sera quand même là pour Sassuolo parce Mais qu'on en aura clairement besoin. je maintiens malgré comment dire, les défaillances du milieu de terrain dans la création aujourd'hui, je maintiens que Tonali doit évoluer plus haut. Je pense que c'est vraiment une solution pour lui. Je crois qu'il peut être brillant à ce poste-là. Il faut persévérer. Il a été très bon à Vérone. Il faut qu'il continue et je pense que c'est une excellente initiative parce qu'il a les qualités pour quoi, hein. Et je pense que dans l'entrejeu, justement, c'est intéressant de mettre des mecs peut-être un peu plus physiques. Alors Benacer, évidemment, pour faire Regista parce que c'est le meilleur à ce niveau-là. Et peut-être à côté de lui un joueur pour remplacer Kessie qui pourrait être Pobega si, comme le disait Philippe, Pobega s'adaptait à ce poste-là ou un autre, hein, bien sûr. Mais Tonali, comme ça, là, près des attaquants, je trouve ça beaucoup plus intéressant que près du stopper. Mais je te laisse en dire ce que tu en penses ou peut-être citer un autre joueur éventuellement. Ouais, alors je te rejoins totalement. Après, je trouvais effectivement intéressant, comme disait Feli, l'arrivée. Enfin, j'espère qu'on va considérer Pobega. Moi, je connais pas trop son profil parce que finalement, je l'ai pas énormément vu cette saison jouer au Torino. Mais je savais pas qu'il était plutôt offensif, contrairement à un Kessié ou Benacer. Donc, je pense que s'il est vraiment plus offensif, enfin un milieu plus offensif, ça peut être vraiment bénéfique pour nous parce que je pense que justement avec Tonali, c'est ce que cherche Pioli. Mais Il cherche Aristide, un peu un milieu. pardonne-moi de te couper. Te souviens-tu du match aller contre le Torino, le premier contact entre Pobega et Kessié? C'était frappant. Ouais, Kessié, ouais, qui est ouais. une bête physique, s'est fait Il est tombé. bouffer par Pobega, qui l'a mis par terre. Ah, ouais. D'accord. Je sais plus si c'était épaule contre épaule, mais il a remporté haut la main son duel physique et en plus il avait été très bon sur ce match-là. Je me suis dit, oh, il marque des points là. Ouais, c'est vrai. Mais contre nous, il avait marqué énormément de points au match aller et je l'avais trouvé très bon. Et après, je sais pas trop sa seconde partie de saison parce que j'ai moins suivi la Serie A en général. Mais moi, je trouve que Pobega, faut compter dessus l'année prochaine parce que bah déjà, enfin, moi, je le trouve le peu que j'ai vu jouer, je le trouve bon. Effectivement, s'il est un peu plus offensif que les autres, ça nous aidera justement dans ses buts un peu dans la surface, comme a fait Tonali dans le dernier match qui était super d'ailleurs. Et sinon, pour le mot de la fin, bah non, je vais être très rapide. Moi, je vais me mettre devant le match de l'Inter là qui joue dans quelques minutes. Je vais pas crier victoire trop vite. Je vais pas voilà, je vais pas espérer quoi que ce soit. J'attends quand même le match face à Sassuolo avant de célébrer quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas l'équipe qui nous réussit et ce serait vraiment dommage de s'y croire déjà alors que c'est pas fait un peu comme à l'Euro 2000 donc voilà, prudence, méfiance, mais faut continuer à se battre et je pense qu'on fera le bilan lors de Casa Milan, l'émission de bilan de saison où là on pourra vraiment dire et exulter si jamais il y a à exulter. Ah, je partage totalement ton point de vue, c'est pas fait du tout. Puis j'oublierai jamais le France-Bulgarie 93, parce que avant France-Israël, France-Bulgarie, la France n'a besoin que d'un point pour aller au mondial Oh américain. oui, Ils ouais. perdent contre l'Israël à domicile, ils perdent contre la Bulgarie à domicile. D'accord. Donc tout est possible dans le foot et il faut certainement pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tu as devancé tout le monde puisque tu as parlé du mot de la fin avant que Feli ne puisse s'exprimer sur ses accessibles. Donc Feli, Pardon. as-tu un joueur en particulier à citer ou souhaites-tu passer directement au mot de la fin? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Si je peux juste citer Maignan qui a fait encore une fois l'arrêt qu'il fallait faire sur la fin sur Zapata. Encore une fois, il prouve sa supériorité sur les autres gardiens de Serie A. Et pour en venir au mot de la fin, juste pour rappeler qu'on fait quand même un enchaînement de victoires contre la Lazio, Vérone, la Fiorentina et maintenant Atalanta, soit des équipes vraiment difficiles à jouer. Et on sent qu'on est vraiment dans une espèce d'esprit Scudetto où rien ne peut nous arriver. On sent vraiment ça qui se dégage de l'équipe. On a l'impression, alors je n'ai pas non plus envie de vendre la peau de l'ours, hein, mais c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on vient d'enchaîner 4 victoires contre 4 équipes aussi solides, hein. On ne parle pas des dernières équipes du classement, ce qui sont d'ailleurs celles où on prend le moins de points généralement, mais on parle quand même de 4 équipes très solides qu'on vient de battre et finalement. Bon, à part la Lazio où effectivement on gagne sur la fin, mais j'ai l'impression, voilà, même contre la Fiorentina, on gagne qu'un seul but d'écart. Mais je veux dire, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. On sent vraiment qu'on est
au-dessus de la mêlée. Et autant, à un moment, j'avais un doute sur quelle était la légitimité de notre équipe sur le reste de la Serie A, autant maintenant, je me dis que j'avais peut-être tendance à sous-coter notre effectif, enfin notre équipe en général, parce que on a subi des années de misère footballistique. Et j'ai toujours l'impression qu'on n'est jamais au niveau, aussi en rapport avec le Milan qu'on connaissait quand on était plus jeune, le grand Milan, etc. Donc on a toujours une espèce de comparaison qui se met dans notre tête, mais finalement notre équipe, faut dire ce qu'elle est, elle est vraiment forte. Alors c'est pas l'équipe la plus flamboyante, notamment sur le plan offensif, mais c'est d'une solidité exceptionnelle, et c'est souvent ça qui fait les champions en Italie, hein, c'est la défense. Et donc, je pense qu'on est sur une continuité assez exceptionnelle, et que si on gagne le Scudetto cette fois-ci, il n'y aura pas de doute sur la légitimité de notre titre. Qui plus est, rappelons-nous de la période où on enchaînait les blessures, où on avait aussi les arbitres qui nous faisaient perdre des points. Je pense à Naples, je pense à Sassuolo. Non, pas à Sassuolo, pardon, je pense à Naples, je pense à la Spezia, où vraiment on repart avec 0 point alors qu'on aurait pu repartir avec au moins 1 point à chaque fois. Et d'ailleurs, avec ces matchs en poche, on aurait été plus tranquille maintenant. Enfin bon, bref, passons. On est sur un régime de Scudetto, on ne peut que s'en réjouir. Profitons de cette équipe. Et puis voilà. Et la semaine prochaine, on joue contre Sassuolo. D'ailleurs, j'ai regardé le match aujourd'hui. Sassuolo qui a gagné 3-0. Alors, je ne sais plus contre qui ils ont gagné déjà. 3-1 ou 3-0, je ne sais plus. 3-1, ils ont gagné. Alors, j'ai complètement oublié contre qui ils ont joué. Mais d'ailleurs, avec un doublé de Scamacca, hein, qui s'est illustré lors de ce match-là, et qui ferait du bien à notre club. Ce ne sera pas simple de vaincre les Nero Verdi, hein, comme tu l'as rappelé, Aristide. En plus, c'est une équipe qui ne réussit pas ces dernières années. C'est un peu, avec l'Atalanta, je pense, le symbole de nos années sombres. Rappelons-nous de Berardi qui nous collait des fessées à chaque match. Donc, il faudra aussi battre un peu ces démons du passé, comme on a réussi aujourd'hui à battre le démon du passé qui est le Bergame. Quel autre démon si ce n'est celui-là? Ça fait 7 ans qu'on n'était pas parti gagner, enfin, je veux dire, pas parti, qu'on n'a pas gagné Bergame chez nous à domicile. Et là, on a réussi à les battre. Rappelons-nous d'où l'on vient. On avait perdu il y a 2 ans et demi, en 2019, fin 2019. Pioli était sur le banc déjà. 5-0. 5-0, on se prenait une fessée. C'était, je pense, le point culminant de ce qu'on pouvait faire en termes d'humiliation. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini parce que je crois que juste après, on perd 3-0 aussi contre eux. C'était vraiment notre bête noire. Et là, maintenant, ça fait quelques temps qu'on gagne contre eux. C'est le symbole de notre renaissance. Alors, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas non plus des cadors européens, mais sur le plan national, on arrive depuis l'année dernière à s'imposer comme un grand club. Et ça fait du bien. Bon messieurs, il nous reste à croiser les doigts. On va suivre Cagliari Inter bien sûr, on se retrouvera dans quelques jours pour Sassuolo et puis on fera le 14e bilan de la saison, de l'histoire de Casa Milan, hein, puisqu'on a démarré en mai 2009, donc ça y est, c'est le moment, on va essayer d'y croire. Roland, si tu nous écoutes, on parle de Roland systématiquement parce que c'est devenu la mascotte de l'émission avec son côté chat noir systématique, finalement là il nous aura porté chance ce soir. Donc on souhaite à toutes et à tous une excellente soirée en espérant le titre ce soir, sinon la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, salut! Ciao.